Vous regardez Medi 1 TV, votre édition d'information c'est maintenant. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Voici les titres. Le gouvernement espagnol s'est entendu avec le Parti socialiste pour convoquer en janvier des élections en Catalogne en vertu de l'article 55 de la Constitution qui lui permet de suspendre l'autonomie de la région. Au Maroc, le quatrième anniversaire du lancement de la politique nationale d'immigration et d'asile a été célébré hier à Skirat, un anniversaire qui s'est déroulé en présence de représentants de pays africains et européens concernés. Et au Kenya, plus d'un mois après la décision historique de la Cour suprême du Kenya d'annuler l'élection présidentielle du 8 août en raison d'irrégularités, la situation se tend dans le pays alors qu'un nouveau scrutin doit avoir lieu le 26 octobre. Soyez les bienvenus sur Medi 1 TV. Le gouvernement espagnol s'est entendu avec le Parti socialiste donc pour convoquer en janvier des élections en Catalogne en vertu de l'article 155 de la Constitution qui lui permet de suspendre l'autonomie de la région. Annonce faite aujourd'hui par le socialiste Carmen Salvo. Mariano Rajoy, président du gouvernement, tient samedi un conseil des ministres extraordinaire pour entamer le processus de suspension de l'autonomie de la Catalogne et reprendre en main les rênes de l'administration régionale. Le chef du gouvernement espagnol avait pourtant donné une dernière chance au président catalan pour qu'il corrige l'annonce ambiguë faite devant le Parlement de Barcelone la semaine dernière. Et l'Union européenne affichait quant à elle un soutien clair au gouvernement espagnol lors d'un sommet des dirigeants de l'Union européenne hier à Bruxelles. Le président du Conseil européen, Donald Tusk, a affirmé qu'il n'existe pas d'espace pour une intervention de sa part, contrairement à ceux que réclament les séparatistes. Il a d'ailleurs souligné que la situation est préoccupante. Un peu plus tôt, la chancelière allemande Angela Merkel et le président français Emmanuel Macron avaient eux aussi soutenu le gouvernement espagnol, tandis que leur homologue belge, Charles Michel, appelait à une désescalade en Espagne. Madrid veut éviter que la question catalane ne soit traitée dans le cadre européen et les institutions européennes ont toujours considéré qu'il s'agissait d'une affaire intérieure espagnole. Le quatrième anniversaire du lancement de la politique marocaine d'immigration et d'asile a été célébré hier à Skirat, un anniversaire qui s'est déroulé en présence de représentants de pays africains et européens concernés. Plus de détails dans ce reportage de Maroua Benalima et Wazim Adan avec le récit de Férouz Ben Taleb. Le quatrième anniversaire de la politique nationale d'immigration et d'asile. L'occasion de mettre en valeur les principales réalisations relatives à l'exécution de la stratégie nationale d'immigration et d'asile durant la période de 2016-2017 et également de se concerter autour des défis soulevés par la réalité des flux migratoires. La présence du directeur général de l'Organisation internationale pour les migrations, M. Lacey Swing, est un signe positif de la part de l'organisation et du reste des organisations des Nations Unies présentes par rapport au leadership du Maroc sous le haut patronage de Sa Majesté dans le domaine de la migration. Un leadership rehaussé par le retour triomphant du Maroc à l'Union africaine. Cette rencontre s'est déroulée en présence de représentants des départements gouvernementaux et d'établissements publics et privés de pays africains et européens concernés. À cette occasion, les résultats des consultations nationales autour du pacte mondial sur les migrations ont été présentés et longuement discutés. Grâce à cette nouvelle politique, je pense que le Maroc sera en mesure d'apporter au niveau de l'Afrique et du monde ses leçons dans le domaine, notamment en termes de politique à concevoir pour les pays du Sud. En effet, la plupart des flux migratoires se font du sud vers le sud. Cet anniversaire s'inscrit dans un contexte régional et international nouveau, caractérisé par des avancées majeures, tant pour le Maroc que pour la problématique migratoire, mais aussi dans le contexte des efforts renouvelés de la communauté internationale en faveur d'une gouvernance mondiale de la migration. Et intéressons-nous maintenant à l'un des nombreux cas de migrants à avoir bénéficié de la carte de résidence grâce à la politique d'ouverture portée par le souverain marocain. La caméra de Medi 1 TV a accompagné Abdellah chez lui pour vous rapprocher plus de son quotidien à travers ce reportage de Sahar Oumimoun et Younes El Massouri avec le récit de Férouz Ben Taleb. C'est l'un des nombreux cas issus de la migration que les circonstances ont conduit au Maroc. Il s'agit du jeune Abdellah Konaté, marié à une Marocaine et père d'un enfant.
Abdallah habite à Rabat depuis presque 10 ans et travaille avec sa femme dans le domaine du commerce et des services. L'intégration a commencé proprement dite, lorsque la régularisation a été déclenchée par Sa Majesté Khalala VI avec la nouvelle politique migratoire. Et Dieu merci, avec l'obtention de la carte, et les choses ont commencé à devenir plus fluides, plus possibles ici au Maroc. Et je remercie également le peuple marocain qui nous a reçus. Jusqu'ici, nous sommes ensemble, nous vivons ensemble. D'ailleurs, ce qui a fait que nous avons choisi une d'entre elles pour faire notre vie avec elle. Donc, c'est encore un signe d'intégration et de remerciement. La maison de Abdallah est un mélange de culture guinéenne et marocaine qui lui procure une grande fierté. Le jeune homme représente un cas parmi tant d'autres à avoir bénéficié d'une carte de résidence dans le cadre de la politique d'ouverture menée par Sa Majesté. Après chaque partie de foot, on part généralement ensemble à la mosquée. C'est une personne gentille et intègre dans ses relations avec les autres. Abdallah passe la majeure partie de son temps libre en compagnie de ses amis et de ses voisins. Il est l'exemple vivant de l'intégration culturelle entre deux civilisations différentes puisqu'il a su bravement faire face à tous les obstacles. Et toujours au Maroc maintenant, des révélations dans l'enquête suite au démantèlement d'une cellule terroriste à Fès par la BCIJ samedi dernier. Selon un communiqué du ministère marocain de l'Intérieur, les produits suspects saisis sont des liquides et poudres chimiques, des produits essentiels pour la fabrication d'explosifs et que membres de la cellule terroriste projetaient d'utiliser pour perpétrer des attentats dans le royaume. Compte rendu, Salma Saïdi. Le ministère de l'Intérieur confirme que les produits suspects saisis le samedi lors du démantèlement de la cellule terroriste pro-Daesh par le Bureau central d'investigation judiciaire étaient destinés à la fabrication d'explosifs. Les membres de cette cellule projetaient d'utiliser des substances liquides et poudres chimiques pour fabriquer des explosifs et perpétrer leurs plans terroristes dans le royaume. Au moment de leur arrestation, nous avons découvert des armes, un arsenal d'armes et plusieurs produits rentrant dans la confection des explosifs. Pire encore, nous avons découvert qu'ils ont acquis une voiture dans une perspective de piégeage de cette voiture dans leur projet terroriste. Certains de ces produits chimiques sont utilisés pour accélérer le processus d'explosion et intensifier son ampleur. Les extincteurs saisis sont remplis de matières explosives combinées de quantités de clous et de petites pièces de fer afin de causer des pertes humaines et des dégâts matériels d'envergure selon le ministère, qui rajoute que les bonbonnes de gaz butane saisies lors de cette opération peuvent être utilisées en tant que cocktail Molotov pour amplifier l'intensité de l'explosion lors de l'exécution de leur opération terroriste. Les 11 membres de la cellule terroriste arrêtés à Fès et dans plusieurs villes du royaume par le Bureau central d'investigation judiciaire projetaient d'utiliser ces explosifs pour perpétrer leur plan terroriste au Maroc. La voiture appartenait à l'un des membres de la cellule démantelée. 4 morts par balle et plusieurs blessés, c'est le bilan des affrontements entre forces de l'ordre et militants de l'opposition au Togo. Une annonce faite par le ministre togolais de la Sécurité au cours d'une conférence de presse hier, où il a invité les leaders de l'opposition à plus de responsabilités concernant les personnes tuées par balle. Le ministre a affirmé qu'il faut encore du temps et des investigations pour définir les circonstances réelles de ces décès. En 2 jours, le bilan global des affrontements à Sokodé et à Lomé entre forces de l'ordre et militants de l'opposition est de 8 morts, dont 2 militaires et plusieurs blessés graves. Au Libéria, c'est le second tour de la présidentielle prévu le 7 novembre. La commission électorale a confirmé hier que ce deuxième scrutin opposerait le sénateur George Weah, légende du football africain, en tête avec 39%, devant Joseph Boakai qui a obtenu un peu plus de 29% des voix. Le scrutin du 7 novembre doit permettre de désigner un successeur à la présidente sortante, Ellen Johnson Sirleaf, élue première fois chef d'État, femme en Afrique, et qui ne peut plus se représenter après 2 mandats successifs de 6 ans chacun. Plus d'un mois après la décision historique de la Cour suprême du Kenya d'annuler l'élection présidentielle du 8 août en raison d'irrégularités, la situation se tend dans le pays alors qu'un nouveau scrutin doit avoir lieu le 26 octobre. Récit, Salma Saïdi.
À seulement quelques jours de l'élection présidentielle prévue le jeudi 26 octobre, le Kenya est plongé dans une crise politique inédite. Le bras de fer entre Raila Odinga et Uhuru Kenyatta se joue autant dans les rues que devant les tribunaux et devant les plus hautes instances du pays. Le leader de l'opposition kenyane, Raila Odinga, a estimé jeudi qu'il n'était pas trop tard pour faire les réformes qui pourraient l'amener à reconsidérer sa décision de se retirer du scrutin présidentiel du 26 octobre. Si de vraies consultations ont lieu, si de vraies réformes sont menées et qu'une réponse est apportée aux craintes que nous avons exprimées et qui nous avaient fait nous retirer, alors nous reconsidérons notre position, mais en l'état, notre position est celle que nous avons annoncée hier. L'opposition a promis mercredi qu'il n'y aurait pas d'élection le 26 octobre et qu'elle organiserait des manifestations massives ce jour-là. Mais du côté d'Uhuru Kenyatta, le second round des élections au Kenya se tiendra bel et bien le 26 octobre. Un rappel qu'a tenu à faire le président sortant qui n'envisage pas de céder aux requêtes de l'opposition. Compatriotes kenyans, le chemin depuis la décision de la Cour suprême n'a pas été facile pour notre pays, mais nous remercions Dieu pour le progrès que nous avons réalisé jusqu'à présent. Alors que nous nous approchons de la date déclarée du 26 octobre, les leaders et le gouvernement sont attachés aux règles légales, conformément aux dispositions de la Constitution. Pour l'instant, l'élection est maintenue au 26. La commission électorale sera opérationnelle le jour J. Maintenant, réussir un scrutin, ce n'est pas qu'une question logistique et technique. Il faut aussi un environnement propice, a déclaré le chef de la commission. La grave crise économique qui frappe le Zimbabwe oblige le gouvernement à un choix drastique, stopper l'importation de fruits et légumes au profit d'engrais et pesticides, une décision qui ne semble pas réjouir tous les commerçants. Plus de détails maintenant avec ce récit d'Amadou Sabarba. Par faute de devise, le Zimbabwe interdit toute importation de fruits et légumes. Dans les rues de Harare, ces fruits font partie du décor de la capitale. Ces vendeurs ne souhaitent pas l'application d'une telle décision. Si cette interdiction est effective, elle va tuer notre entreprise en tant que vendeur ambulant parce que même si nous produisons des pommes, nos clients préfèrent les produits importés d'Afrique du Sud que nous vendons parce qu'ils sont de meilleure qualité. Le gouvernement n'a pas précisé la durée d'application de cette interdiction. Pour le moment, le Zimbabwe devrait compter sur sa production. Une situation qui aura sans doute un impact négatif sur l'économie du pays. Il fallait relancer l'industrie locale, mais c'est différent de l'horticulture et de l'industrie, dans laquelle vous investissez sur une longue période et pas que quelque chose que vous pouvez faire du jour au lendemain. Alors je dirais que c'est une mauvaise décision. Beaucoup doutent que Zimbabwe ne puisse satisfaire la demande locale. Selon l'Agence nationale des statistiques Zimstat, en 2016, le pays avait dépensé plus de 80 millions de dollars sur l'importation de fruits et légumes. Parlons à présent de la clôture de la 4e édition de l'Africa Agri-Forum à Abidjan. Au deuxième et dernier jour du salon, des experts ont indiqué que la Côte d'Ivoire, le Sénégal ou encore l'Ouganda font partie des 9 pays qui pourront assurer les besoins du continent en riz d'ici à 2025. Le secteur agricole emploie 60% de la population, d'où l'urgence pour les gouvernements de miser sur la recherche afin de rester compétitifs et s'adapter aux besoins du marché. C'est tout pour cette édition d'information. Retrouvez juste après l'invité de la rédaction. L'édition de Dakar, elle, reviendra juste après. Merci à vous.